épisode 154. Bâtir un programme gagnant. L'importance de se transformer soi-même et leçon des All Blacks avec Chantal Vallée. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Ce podcast est donc ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec ces entraîneurs ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Et aujourd'hui, je vous dirais qu'on fait pas mal les deux en même temps parce que on discute avec Chantal Vallée, qui est entraîneur-chef de l'équipe de basketball féminin des Lancers de l'Université de Windsor. Mais c'est pas tout. Chantal est détentrice d'une maîtrise en coaching de l'Université McGill. Suite à la maîtrise, elle a pris les rênes de l'équipe de basketball féminin de l'Université de Windsor, qui était au bas du classement pour les transformer en champions national. Et comme dirait LeBron James, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais plutôt 5 fois. Et donc, l'équipe possède un record national, c'est-à-dire de remporter 5 championnats nationaux consécutifs. Et de plus, en 2018, elle est devenue la première femme dans l'histoire du sport professionnel masculin à exercer simultanément les fonctions d'entraîneur-chef et directrice générale avec les Honey Badgers de Hamilton, qu'elle a mené en finale dès leur première saison dans la CEBL. Elle a aussi été nommée parmi les femmes les plus influentes au Canada. Elle est aujourd'hui autrice principale du livre Dare to Win qu'elle a co-rédigé avec Gordon Bloom de l'Université McGill. Elle offre maintenant un pont complet entre sa recherche et son expérience de terrain pour aider les entraîneurs. Et donc, quand on parle de combiner l'art et la science du coaching pour être un entraîneur ou une entraîneur efficace, eh bien, on peut pas avoir vraiment mieux que Chantal et je suis vraiment choyé, je suis vraiment content qu'on la reçoive aujourd'hui sur le balado parce que j'utilise les travaux de elle et Gordon depuis des années, donc des articles qui ont écrit, je crois, si je ne m'abuse, en 2004 ou en 2006, ainsi qu'en 2016. Et quelques sujets, j'en ai nommé quelques-uns dans l'introduction, mais on va d'ailleurs parler de l'importance des compétences en gestion, l'importance de se contrôler soi-même, de se transformer soi-même pour être capable d'instaurer une culture gagnante. Comment est-ce qu'on transpose la vision et les standards en action? Et pour moi, au-delà des leçons de sa visite de plusieurs semaines avec les All Blacks, c'est un moment fort ou plusieurs moments forts de la conversation avec Chantal où est-ce qu'elle est vraiment, je veux dire, elle est excellente à parler d'un concept et donner un exemple concret. Par la suite, pour moi, ça, c'est génial et ça vaut de l'or en barre, comme on dirait. Si ces questions te parlent, eh bien, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com. À tous les auditeurs fidèles et à toutes les auditrices, je vous invite aussi à me suivre sur les médias sociaux, @coachfrankphd dans un mot. Que ce soit sur les médias sociaux ou via l'infolettre, on partage des trucs et des ressources utiles et on vous réfère à des exemples fort, comme c'est le cas de Chantal. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels, mes politiques sur mon site web, le coachfrankphd.com, pour en savoir plus. Sur ce, bon podcast. J'apprécie ma job et tout ça, mais je pense qu'en bout de ligne, tu sais, je suis une personne comme tout le monde. Puis, si moi j'ai pris le temps de faire la recherche et d'entraîner, de coacher, de bâtir des équipes, tout le monde peut le faire. Parce qu'en bout de ligne, le point qui est important pour moi, c'était de me changer moi-même. Quand j'ai commencé à me transformer, puis à me changer comme leader, puis à travailler sur moi-même, toutes les choses autour de moi ont changé pour le mieux. Puis souvent, comme leader ou comme coach, on pense que faut changer les autres, faut changer le programme, l'organisation, la business ou peu importe où on est leader, mais c'est vraiment nous qu'il faut changer nous-mêmes. Fait que moi, c'est un peu ça que je pense que j'aimerais que les gens retiennent. Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, tu sais, j'ai des amis qui veulent un peu changer le monde si on veut, puis je leur dis souvent, puis ça semble être aligné avec ce que tu dis, commence par changer ton quartier, changer ta famille, avoir un impact autour de toi, puis ça après ça a des répercussions. Et moi, je vais encore plus loin. Oui, mais ça, c'est encore externe. C'est vraiment interne. C'est nous. Comment que nous,
on se contrôle nous-mêmes, comment on contrôle nos émotions, nos activités, qu'est-ce qu'on veut faire, nos caractères. C'est vraiment là que c'est le départ, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe autour de nous, pour moi, c'est une réflexion de comment on est en dedans. C'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ça? Ben, plusieurs choses, en fait. C'était en fait, ça commence avec la recherche un peu, hein, parce que quand les entraîneurs que j'avais vus, c'est ça, j'en parle mon français des fois. Quand les entraîneurs que j'avais interviewés m'avaient partagé que pour eux, leur attribut personnel était vraiment important, puis qu'ils devaient se développer d'une façon à grandir dans leur attribut et leur caractère, leur personnalité pour devenir des meilleurs leaders. C'était la première fois que j'avais eu comme une connaissance que ça partait un petit peu dans de nous. Puis après ça, ça a été des conversations que j'ai eues, des révélations que j'ai eues, même un petit peu, là, justement, on va parler de ma Camino quand je me suis rendue là-bas, puis j'ai marché avec des gens qui m'ont expliqué un petit peu leur point de vue de leadership et de transformation. Et puis, par la suite, j'ai expérimenté avec ça. J'ai vraiment mis l'accent sur une transformation personnelle. Et c'est là que j'ai vu justement que ça a vraiment aidé à transformer le programme, à transformer mon équipe. Alors, ça a été aussi encore une recherche personnelle, comme j'étais le laboratoire et également les résultats que j'ai vus dans mon travail. Puis ce désir-là de te transformer, selon mes sources en préparation pour la conversation, fait que Chantal, ben là, je te dis, on est déjà plongé dans la conversation, mais je te dis à temps d'arrêt. Mais justement, j'essaie tout le temps de parler des gens qui connaissent les invités, tu sais, avant qu'on commence la conversation. Puis mes sources me disent que cet intérêt-là, ça vient quand même de longtemps. Parce que là, corrige-moi si je me trompe, mes informations me disent que tu as décidé, puis tout ce cheminement-là qui a amené à la carrière que tu as eue et que tu as en ce moment, part de ta maîtrise, si j'ai bien compris, ou du moins c'est un élément marquant de tout ça. Mais si j'ai bien compris, ça s'est pas passé tout de suite avec Gordon Bloom, qui était ton superviseur. Il y avait une autre superviseur qui était là avant, puis après ça, tu as graduellement transféré vers Gordon pour plein de raisons que je te laisserai peut-être expliquer. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis que Gordon a permis de partager publiquement. Il m'a dit que quand tu as appris que tu devais attendre 6 mois pour avoir ton nouveau superviseur de maîtrise, qui était Gordon, parce qu'il venait tout juste d'être embauché à McGill, apparemment qu'il t'a dit, mais tu sais là, que tu vas avoir à attendre 6 mois pour qu'on puisse commencer ton travail et tout ça. Et ta réponse aurait été, selon ses dires, je m'en fous, je paraphrase ici, je m'en fous, tout ce que je veux, c'est de devenir une meilleure coach. Parle-moi donc un petit peu de, est-ce que c'est exact, l'histoire que j'ai entendue, puis qu'est-ce qui t'habitait à ce moment, puis qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça à cette époque-là, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui a réagi comme ça, de dire, hey, moi je vais attendre 6 mois de plus pour maîtrise, mais moi tout ce que je veux, c'est devenir une meilleure coach. Oui, c'est intéressant. Puis en fait, non, je me rappelle pas de l'histoire, mais oui, là, je m'en rappelle. En fait, mais c'était vraiment parce que mon objectif était d'arriver à comprendre comment les gens que j'observe, les coachs que j'adore, les performeurs que je vois à la télévision, comment ils sont capables de se rendre où ils sont. Puis moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Je voulais savoir parce que si je me lançais dans le coaching, si j'arrivais à trouver un emploi qui m'aiderait à devenir un entraîneur à temps plein, je voulais être la meilleure. Je voulais pas juste être dans le milieu du ranking ou dans le bas fond du plancher de coaching. Moi, je voulais savoir si je me lance à quelque chose, je veux être la meilleure. Alors, c'était pas une question de finir quelque chose rapidement ou de prendre moins de temps ou de comment on gradue plus vite. Moi, ça, c'était pas important. Donc, le temps était pas important. L'investissement au niveau financier était pas important. Ce que je voulais, c'était comprendre comment devenir un meilleur coach. Alors oui, il a fallu que je prenne des petits cours de rattrapage. En fait, moi, il y a 2 raisons aussi. J'avais un autre superviseur, ça c'est vrai. Mais j'avais aussi mon bac était en sciences. J'avais chimie, physique, bio. J'avais fait l'école pour être prof du secondaire, en fait. Puis là, spécifiquement en kinésiologie, il me manquait quelques cours, alors j'ai dû aller refaire ces cours-là pour être à la maîtrise. Donc, en fait, ma maîtrise a duré 3 ans. Puis, c'était bien correct pour moi, il n'y avait aucun problème. Quand j'ai su que Gordon arrivait, puis ça allait être le meilleur superviseur que j'aurais pu rêver, tu sais, c'était quand même le chercheur le plus
connu au terme de coaching dans le monde, ben pour moi, c'était tout à fait correct. Ben certainement. Puis des fois, tu sais, de pas vouloir gravir les échelons rapidement ou de trop sauter des étapes. Tu sais, il y a une valeur à prendre son temps, macérer différents sujets, réfléchir et tout ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment pressées d'arriver à la fin puis de bien faire les étapes. Puis justement, tu sais, le préambule qui nous a amené à discuter de ton entrée à la maîtrise, c'est ce que tu disais en introduction au niveau de la transformation. Tu sais, il y a certains éléments que tu as transformés. Puis si j'ai bien compris, ben ça vient de tes recherches à la maîtrise plus toutes tes réalisations par la suite. Mais c'est quoi les éléments justement que tu dis qu'il faut absolument qu'on transforme, qu'on améliore, qui sont internes pour réutiliser tes mots, qui vont faire une différence ou que tu as réalisé justement dans ces années-là? Ben, c'est pas toujours ce que j'ai réalisé dans ces années-là, mais à travers mon cheminement également, il y a deux choses dans le leadership. Il y a le leadership et il y a la gestion des gens. Hein? Et quand on est entraîneur d'une équipe, on parle souvent, puis la plupart du temps, on parle toujours de être un bon leader. Faut être un bon leader. Ça veut dire quoi? Et là, on donne plein de choses. Faut savoir amener des objectifs. Faut créer une vision. Faut être capable de partager ça. Et encore, ce sont toutes des choses externes. La gestion d'employés, la gestion d'individuels, la gestion d'individus, la gestion de joueurs, ça, c'est tout un autre volet qui est important qu'un entraîneur doit considérer, qui n'est pas du leadership, c'est prendre des décisions qui ont rapport avec des rôles dans l'équipe, qui ont rapport avec des problèmes, et comment on devient meilleur à ça, comment on devient un bon gestionnaire, étant autant qu'un bon entraîneur, qu'un bon leader, pardon. Alors, ces choses-là, c'est comme ça revient à notre personnalité, ça revient à nos qualités, ça revient à nos attributs, ça revient à nos caractéristiques. Et c'est là que moi, je me sentais très, très limitée. Moi, je comprenais un peu, on fixe l'objectif puis on va de l'avant, mais comment est-ce qu'on traite un être humain dans le coaching pour que cette personne-là puisse performer mieux? Moi, j'étais très habile à traiter des êtres humains bien au niveau de relations personnelles. J'étais habile à fixer des objectifs et les atteindre, mais d'aller développer une relation personnelle avec un être humain qu'on doit pousser, qu'on doit élever, qu'on doit parfois comme achaler ou s'acharner avec. Comment on fait ça? Et ça, c'est là que la gestion devient importante. Et la meilleure façon de le faire, c'est que je devais devenir meilleure en dedans de moi. Je devais aller explorer mes qualités. Puis j'avais une histoire justement avec une de mes joueuses où est-ce que tu sais, j'étais pas capable de la gérer, j'étais pas capable du tout. Puis je me disais, Colin, elle a donc bien de la misère, elle est pas coachable, puis elle a un caractère de chien, ça va pas bien mes affaires avec elle. Et je suggérais toujours qu'elle aille voir le psychologue sportif pour qu'elle puisse comprendre comment respecter l'autorité, comment s'aligner avec l'équipe. Puis en bout de ligne, il m'est venu à l'idée un soir, si c'est moi qui est pas capable de coacher, si c'est moi qui est limité dans ma capacité d'aller chercher une joueuse si forte qu'elle. Et je me suis retrouvée le lendemain assise dans la chaise du psychologue sportif moi-même en me disant, il faut que je grandisse, je dois me transformer, je dois m'améliorer. Je suis incapable, dans mes habiletés personnelles jusqu'à maintenant, d'aller chercher cette joueuse-là, qui est la meilleure joueuse de mon équipe, pour l'entraîner et la gérer. Qu'est-ce que je fais? Et ça a été un peu ça, justement, qui m'a fait comprendre, je dois devenir meilleure. Et lorsqu'il me donne de la critique ou du feedback, j'écoute et je transforme. J'améliore, je travaille sur moi. Puis est-ce que tu as réussi à la changer, cette chose-là, ou la rejoindre? Puis si oui, comme qu'est-ce que tu as fait de différent? Puis qu'est-ce que tu as changé à ton coaching pour être capable justement d'aller la rejoindre, d'aller la chercher? En fait, oui. Moi, je l'ai pas changé, la joueuse. Puis la joueuse n'a pas changé non plus. C'était quand moi, j'ai changé, la relation qu'on a eue comme joueur et coach s'est transformée. Et donc, je pense que plutôt que venir dans cette situation-là, moi, j'ai une place qui était très forte. C'était comme, tu sais, c'est ma façon, c'est ce que je veux, on va comme ça. Puis, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est de dialoguer avec elle, d'expliquer le pourquoi, d'aller chercher ses intentions, d'écouter, d'entendre et par la suite de parfois lui donner raison puis de dire OK, on va l'essayer de ta façon, aucun problème, puis d'aller 100% derrière ça aussi. Donc c'est des choses que j'avais pas appris encore dans mon leadership ou dans ma gestion à faire. Puis quand j'ai mis ces choses-là en branle, ben ça s'est bien passé, puis elle a commencé à m'écouter un petit peu plus. Puis la deuxième chose que j'ai fait aussi qui était super intéressant, c'était une autre chose que le psychologue sportif m'avait dit. Tu sais, parfois quand tu es un leader puis que tu veux que quelque chose qui arrive puis ça n'arrive pas.
le message ne passe pas. Alors, regarde ta joueuse et dis et pense qui écoute-t-elle? Cette joueuse-là, cette personne-là, elle écoute des gens dans l'équipe. C'est qui qu'elle écoute? Et là, moi, quand j'avais observé, je commençais à observer, je me disais, moi, elle m'écoute pas, mais elle écoute Anna, qui était une autre de mes joueuses. Et là, le psychologue sportif avait dit, passe ton message à travers Anna. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question que, mais non, moi, je veux qu'elle m'écoute moi. C'est une question qu'on veut que l'équipe performe et que la joueuse performe pour aller acheminer un standard. Et même si c'est pas moi qui fais en sorte qu'elle l'achemine, au grand total, je fais une bonne job de coach parce que le message était passé et maintenant ma joueuse fait exactement ce que je veux qu'elle fasse pour l'équipe. Mais elle pense que c'est Anna qui lui a dit et moi, j'ai tout simplement passé mon message à travers Anna. Puis voilà, faut arrêter d'avoir un ego là-dessus. Puis ça, c'était dur pour moi aussi dans mes premières années de coaching. Ben, c'est sûr qu'on fait plein de réalisations aussi là, quand on est confronté au feu de l'action, mais pour moi, ce que j'entends là-dedans, il y a plusieurs éléments. Un, c'est de faire preuve de créativité, de dire, OK, on a une solution qui fonctionne pas, ou on essaie une méthode qui fonctionne pas, comment est-ce que je peux faire les choses autrement? Deux, ce que je dénote aussi, c'est d'aller chercher comme une caisse de résonance, là, caisse de résonance, pas un echo chamber, là, mais dans le sens que de voir quelqu'un qui peut donner un autre son de cloche, une autre perspective là-dedans. Mais là, quand j'entends l'idée de passer un message à travers une autre joueuse, il y a quand même, j'imagine qu'il faut avoir une certaine délicatesse aussi quand on fait ça. Parce que, puis j'imagine que c'est pas dit, OK, je sais pas comment qu'elle s'appelle la joueuse, mais tu dis pas Joanie comme, tu dis pas Anna, dis donc à Joanie de faire ça. Tu sais, il y a une façon probablement de l'amener. Puis je serais curieux de savoir comment est-ce que tu l'amenais pour que ça soit bien vu. Parce que, comme tu dis, en bout de ligne, le but ultime, c'est que l'équipe fasse mieux. Si l'équipe fait mieux, tout le monde est content, tout le monde gagne, toutes nos carrières sont bonifiées par rapport à ça. Mais de l'amener à la joueuse à travers Anna, c'est quand même, ça peut être délicat jusqu'à un certain point. Fait que comment tu t'y prends pour naviguer une situation comme ça? J'avais préparé Anna, probablement sans qu'elle le sache trop, là, effectivement. Et je me suis dit, Anna, c'est intéressant parce que dans sa personnalité, dans son habileté, c'était une joueuse qui ne jouait pas beaucoup sur l'équipe. Et c'était quand même surprenant que ma joueuse, qui était la meilleure joueuse, qui est d'ailleurs devenue olympienne, écoutait Anna. Parce qu'Anna était très, très intelligente. Et une des façons qu'on avait aidé Anna à se sentir bien sur l'équipe, qu'elle ait un rôle, c'est qu'on l'avait mis en charge, justement, de travailler un petit peu avec les coachs sur son qu'est-ce qu'elle voit sur le terrain, qu'est-ce qu'elle voit dans les ajustements techniques ou tactiques qu'il pourrait avoir. Puis on l'écoutait, puis d'ailleurs, on avait déjà fait des ajustements avec elle où son opinion nous avait aidé à gagner un match. Donc on mettait beaucoup de valeur sur Anna. Alors, c'est de cette façon-là que je suis allée la voir, puis je lui ai dit, tu sais, Anna, j'ai dit, on aurait vraiment besoin que dans ce temps-là, c'était que cette joueuse fasse telle stratégie défensivement, puis j'essaie de passer le message, ça passe pas. Tu penses que tu pourrais essayer? C'est un petit peu ça que j'avais dit dans le fait. Elle s'est sentie très, très empowered. Elle a dit, ben oui, certainement. Donc, elle était allée parler à la joueuse, puis prochaine séquence, la joueuse a fait exactement la stratégie qu'on voulait, puis j'ai juste fait un petit pouce en haut à Anna, puis j'ai dit, excellent, tu sais, good job, puis après ça, je continue à l'utiliser comme ça. Tu sais, on a vraiment besoin que l'équipe aille dans telle direction. Avec ton leadership extraordinaire, tes relations avec les filles, tu penses que tu pourrais aider à... Oui, pas de problème, coach. Puis ça avait été comme ça qu'on avait continué à développer cette idée que j'avais reçue du psychologue. Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, ce que j'entends, puis des fois, je pense à d'autres exemples dans d'autres équipes, d'autres contextes, c'est de pas shut down les joueurs ou les joueuses qui sont pas nécessairement des joueurs ou des joueuses de premier plan, qui sont des joueuses d'avant-garde, qui sont comme nos vedettes dans notre équipe nécessairement, parce qu'ils peuvent toujours avoir un rôle. Puis c'est comme j'avais une amie, j'ai toujours cette amie-là, mais j'ai une amie qui partait avec une équipe qui est allée au championnat national, puis cette personne-là, elle a jamais de titre officiel, tu sais, de capitaine, d'assistant ou des mythes. Mais à toutes les équipes dans lesquelles elle a fait partie, elle a de l'influence sur le reste de l'équipe. Puis ça, des fois, c'est d'amener ces gens-là à réaliser qu'ils en ont parce qu'il y a différentes raisons. Mais des fois aussi, j'entends des entraîneurs, puis je vois des joueurs dire, ah, ben là, toi, t'es réserviste. Ils disent pas comme ça généralement, mais c'est comme toi, t'es réserviste un peu, parle-moi pas. C'est là qu'il y a de créer une culture d'ouverture, comme ça devient important, justement, là-dedans, parce que les leaders informels peuvent faire le petit nudge, le petit impact à un moment donné qui va faire toute la différence. Ben,
C'est tellement important, en fait, puis ça fait partie des rôles qu'on donne aux joueurs, et particulièrement quand les joueurs sont en 10e, 11e, 12e, 13e position sur une équipe de basketball, ben, ils n'ont pas beaucoup d'influence sur le terrain, mais ils peuvent avoir beaucoup d'influence dans la salle d'équipe, ils peuvent avoir beaucoup d'influence dans les relations des joueurs, et un bon entraîneur va remarquer, va regarder et va définitivement, le plus important, nous, c'est qu'on s'assure que chacune des joueuses sente qu'on met de la valeur dans elle. Et si la valeur est pas sur le terrain, puis elle est pas en performance, il faut absolument trouver une façon que ces joueuses-là se sentent qu'elles sont valorisées. Sinon, ben, ça marchera pas, là. Tu sais, ils vont se défaire du corps de l'équipe, puis faut qu'on les garde ensemble dans ce sens-là. Ben oui, certainement. Puis là, on parlait de la gestion des individus avec cet exemple-là qui est vraiment fort. Mais je ramène, mentionné un petit peu tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais un peu du coaching, puis tu disais que la gestion des individus, le côté, je vais dire, administratif est important parce qu'on parle souvent de leadership, puis de culture, puis de vision, puis de ces choses. Mais que le côté administratif est important. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que si je ne m'abuse, j'ai lu le livre ou une majeure partie du livre, je pense que je suis rendu à 80% avant la conversation d'aujourd'hui. Puis dans le livre, à un certain moment, si je ne m'abuse, je pense que c'est quasiment dit mot pour mot que comme tu sais la gestion, l'administration, c'est important. Arrêtez de voir ça comme une tâche supplémentaire, une tâche qui est comme je fais encore de l'admin. Non, ça fait partie de la vie d'un bon coach. Puis pour être un bon coach, il faut faire ça, puis il faut être bon à le faire. Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ça. Puis 2, c'est quoi les éléments dans la gestion administrative, ce que certains appellent le organizational craft ou l'administration, c'est ce côté-là. Qu'est-ce qui est particulièrement important d'être bon à faire pour les coachs qui entendent la conversation qu'on a aujourd'hui puis qui disent, OK, ça, c'est peut-être un de mes angles morts, là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je maîtrise? Ben oui, en fait, j'ai trouvé ça, moi, c'était dans ma recherche à l'université. Quand on a cherché les meilleurs entraîneurs, les plus performants au monde, en fait, on a découvert que une des catégories qui est très, très importante, c'est qu'ils soient organisés d'une façon administrative, qu'ils soient capables de faire une bonne planification, et puis qu'ils soient capables de prendre justement des tâches organisationnelles puis d'avoir du succès à les accomplir. Un entraîneur qui est pas organisé, ça marchera pas. Et puis il y en a beaucoup, tu sais, comme ça, qui sont malheureusement pas très organisés, puis ça fonctionne pas. Par contre, il y a d'autres entraîneurs que tout ce qui met l'accent sur, c'est l'organisation. Et là, deviennent très, très, très fébriles, comme ça, pas fébriles, mais tu sais, comme ça marche pas. Là. Quand quelque chose qui marche plus, là, on avait 5 minutes de planifier ici, puis là, ça vient de changer les plans, là, je suis toute foutue. Ça marche pas non plus. Faut être capable d'être sur le spectrum, là, entre être organisé, désorganisé ou flexible, je dirais. Faut être capable d'être partout sur le spectrum et non pas juste dans le milieu ou non pas juste plus un que l'autre. Mais oui, les entraîneurs d'être capables de faire une bonne planification, de voir qu'ils peuvent voir à long terme, ils peuvent avoir une image de ce qui peut se passer avec l'équipe dans 5 ans, dans 4 ans, dans 3 ans, dans 1 mois, dans une semaine, qui peuvent décortiquer ça, faire des petits buts, des objectifs à long terme, à moyen terme, puis d'avoir un plan stratégique, puis d'organiser un plan stratégique, c'est super important. Sinon, on va juste à pratique, puis on se dit, OK, aujourd'hui, on va pratiquer le pick and roll. Ben, s'il n'y a pas de but et d'objectif à pourquoi dans cette activité de jour on fait ça, ça fonctionnera pas. Donc, tout ce côté organisationnel-là est super important pour le succès du coach. Puis juste l'élément que tu as dit là, d'avoir une vision à long terme d'un plan stratégique, parce qu'il y a encore beaucoup d'entraîneurs que j'ai l'impression, du moins selon, j'ai parlé à 3 entraîneurs dans les 2 dernières semaines, qu'il était un championnat national d'un sport X qu'on nommera pas pour des raisons de recherche confidentialité. Mais le point avec ça, il me mentionnait comment est-ce que il travaillait pas au jour le jour, mais il regardait la dernière performance de l'athlète, puis il se basait sur la dernière performance de l'athlète pour établir le point à corriger. Pas en train de dire que la dernière performance de l'athlète, qu'on soit en basketball, en rugby ou en soccer, je suis pas en train de dire qu'elle est pas importante, mais il faut avoir une vision un peu plus long terme que ça, pas juste y aller au quotidien. Mais c'est la même chose que tu mentionnes, puis corrige-moi si je me trompe, c'est la même chose aussi au niveau administratif. Faut pas juste y aller en fonction de l'urgence du moment, voir une mission à long terme des différents projets qui sont importants pour qu'on atteigne l'objectif pour, dans le cas d'aujourd'hui, si on transpose l'histoire, pour dire, OK, qu'est-ce que ça nous prend pour réussir en 2028? Qu'est-ce que ça nous prend pour réussir en 2030? Bah absolument, non, tu comprends très bien. C'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est que faut toujours avoir cette vision à long terme pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est le sens directionnel. Puis il y a un petit dicton qui dit, si on sait pas où on s'en va, on va probablement se rendre là. Ce qui veut dire, on sait pas où. Alors, tu sais, c'est la direction est très, très importante de savoir
dans quelle direction qu'on s'en va, où on s'en va. Et là, par contre, d'être capable encore d'être flexible parce qu'à chaque jour, peut-être qu'une situation, une performance, une blessure peut changer le plan et donc de ne pas être juste pris par ce plan. Donc, toujours, et regarde, encore une fois, ça revient à comment il faut arriver à se transformer soi-même. Et des gens, par défaut, on est soit très, très fort dans un environnement, un peu plus faible dans l'autre. Sur un spectrum, par exemple, comme je viens de dire, d'être très organisé, d'être flexible, c'est rare d'avoir des gens qui peuvent être les deux. Est-ce qu'on peut être très organisé et être flexible et de savoir dans quel moment, quand et où utiliser quelle de ces qualités et de ces caractéristiques de ma personnalité pour la bonne raison, dans le bon moment? C'est exactement comme ça qu'on devient un bon coach. Puis savoir, c'est l'art du coaching un petit peu comme on discutait, je pense, dans les courriels en préparation ou je sais plus trop où, mais de dire que comme oui, il y a de la science, mais il faut être capable de changer en fonction de ce qu'on va voir là-dessus. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Hamel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. Avec tous les projets qui s'accumulent, la gestion de projet devient un point central de notre réussite quand on est un professionnel. Justement, Wise Era Technology aide les entreprises à transformer leur vision en valeurs concrètes. L'équipe de Wise Era Technology développe des logiciels de gestion de projet et des CRM sur mesure qui sont adaptés à la réalité de chaque organisation. Ils travaillent avec des PME, autant dans le secteur privé que public, à travers différents domaines de l'immobilier au manufacturier. Puis même en passant par l'administration du sport, un secteur dans lequel ils accompagnent plusieurs organisations. La plupart des organisations font face à une réalité commune, des opérations désorganisées, des outils mal intégrés, une perte de temps et surtout, ce qui, moi, m'irrite le plus quand je suis en gestion dans un projet, un manque d'agilité pour prendre des décisions. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions rapidement. C'est là que Wise Era intervient en structurant les opérations et en bâtissant des systèmes performants sur la plateforme monday.com. Wise Era, c'est là où la technologie rencontre l'exécution. Mais là, justement, on parle de vers 2028, vers 2030. Dans tes travaux, puis on va les référer en description de l'épisode, autant le livre que les 2 articles fondamentaux à mes yeux que tu as écrit en collaboration avec Gordon Bloom, si je ne m'abuse, de l'Université McGill. Ça raconte un petit peu l'histoire ou ça analyse l'histoire ou ça pour le changement de culture puis de vision qui a eu lieu avec les Lancers de l'Université de Windsor au niveau du basketball, où est-ce que ça t'a amené éventuellement à gagner 5 championnats nationaux consécutifs pour les gens qui ne le savaient pas. Mais moi, ce qui pique ma curiosité, qui semble avoir été un défi au départ, puis que je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs qui ont ce défi-là dans les programmes de football, de hockey, de basket, de volleyball, c'est quand tu arrives en place. Comment tu peux changer la culture? Mais là, ici, je veux pas dire nécessairement juste changer la culture des joueurs, parce qu'à la limite, ça, c'est des joueurs et des joueuses. À la limite, ça, c'est simple, du moins, c'est pas une grande portée. Mais changer la culture de l'organisation dans un soi. Parce que, puis moi, ce que j'observe, c'est que l'alignement organisationnel est super important pour être capable de gagner les championnats. Puis quand je parle d'alignement organisationnel, je parle propriétaire, directeur général, entraîneur-chef, directrice générale, etc. Comme je simplifie, puis je prends le modèle plus professionnel, mais on a le même constat au niveau universitaire avec directeur, directrice des sports, peut-être directeur, directrice du sport interuniversitaire, entraîneur-chef d'un programme. Mais moi, c'est ça. Puis t'as réussi à le faire là-bas, ou du moins t'as réussi à te rendre un point que t'as gagné 5 championnats consécutifs. Donc, il y a sûrement eu un changement. Mais ça n'a pas dû être facile au départ. Puis là, j'ai un coach en tête qui coach un programme de ça, puis il est honnêtement, il est bon, il est motivé, il en fait plus qu'il faut. Je vois beaucoup de reflets de ton histoire, mais il se bute à des barrières administratives là, constantes. Comment tu t'y es pris, puis qu'est-ce que tu aurais comme conseil, astuce, stratégie, recommandation pour un coach qui fait face à ce même genre de problème-là? Ben, premièrement, pour changer la culture, ça prend du temps, mais ça prend une vision très claire. La vision détermine tout. C'est la pièce centrale
de fondamentale de toute transformation d'une équipe, d'une business, d'un groupe de gens qu'on travaille avec. Ça, c'est le numéro un. La vision va par la suite déterminer le sens directionnel, la mission, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, où on s'en va. C'est pour justement acheminer et achever cette vision. Par la suite, on doit établir des standards et des valeurs. Alors, c'est plus des règles, tu sais, c'est plus des règlements, c'est des standards. À quel standard l'équipe va se présenter, quelles valeurs on a en tant qu'individu dans l'équipe. Et les gens qui n'aiment pas ces valeurs, qui n'aiment pas ces standards, vont soit s'éliminer par eux-mêmes ou à travers quelques années par la suite, ben, tu te dis, OK, ben, on passe dans une autre direction. Donc ça, c'est la chose fondamentale pour l'équipe. Pour ce qui en concerne, on appelle ça comme en anglais le red tape. Là, on essaie de faire quelque chose et l'administration nous met un bâton dans les roues, ça fonctionne pas, il y a des règles qu'on connaissait pas avec l'université, tout ça. Oui, tout le monde en a. Et c'est différent pour chaque programme. Moi, quand je suis arrivée à Windsor, ben, ce que je savais pas, par exemple, c'était qu'on voulait vraiment changer la ville, puis on s'impliquait dans le basketball très jeune, puis on voulait que les jeunes veulent venir jouer à Windsor. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes faisaient ça, puis les parents y embarquaient là-dessus, mais quand c'était le temps d'aller trouver une place pour aller jouer universitaire, on est collé sur les États-Unis. Ils voulaient tous se rendre aux États-Unis. C'est tellement facile. Ça prend 5 minutes d'être aux États-Unis ici. Alors, c'est une ville très américaine. Donc, ça, c'était, par exemple, une réalité environnementale que peut-être des gens de d'autres villes n'ont peut-être pas. La proximité aux États-Unis, par exemple. Au niveau universitaire, on avait de la difficulté, nous, à avoir le gymnase pour s'entraîner. On avait de la difficulté à avoir un temps dans la salle de musculation. Puis surtout, on avait moins de budget que d'autres écoles. Moi, je travaille avec des entraîneurs universitaires qui disent toujours, oui, on peut se rendre à votre tournoi. On a 2 tournois payés par année. Nous, on n'a aucun tournoi payé par année. Donc, tu sais, il faut arriver à évaluer l'environnement dans lequel on travaille, puis de trouver justement, puis d'écrire d'une façon non émotionnelle, mais juste factuelle. OK, c'est quoi là, les bâtons dans les roues que j'ai? Et par la suite, lorsqu'on les a, on peut analyser et dire, OK, moi, ça, c'est ma situation. Puis plutôt que de s'acharner et de dire, ah oh, non, ça marche pas, ah, c'est-tu plate, puis là, on se plaint, puis là, on se rend on dit, OK, bon, comment je contourne ça? Comment je contourne? Comment que je fais? Moi, je me base là-dessus. Je veux ce résultat-là. Voici comme là, on trouve des solutions. Puis ces obstacles deviennent justement des balises pour pivoter puis continuer vers notre destination, tout simplement. Puis ce que j'entends, c'est l'esprit d'analyse, d'être capable de bien décortiquer les choses, ce qui va être super, mais aussi, ça fait un lien. J'avais une conversation ce matin avec un entraîneur de tennis qui me disait, les contraintes, c'est comme si les contraintes, c'est ça qui faisait, puis ça, c'est ses mots, c'est comme si les contraintes, c'était ça qui faisait qu'un coach devenait champion. Voulant dire qu'à un moment donné, les limites, ça fait que tu es obligé de sortir un peu des sentiers battus, trouver une solution originale. Puis toi, de voir, au lieu de chialer contre justement le fait qu'on a cette limite-là, c'est ça la limite qu'on a, comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de gagner à travers ça. Mais là, tu as amené 2 éléments que je veux clarifier, parce que je pense que, les coachs à l'écoute ont besoin de l'entendre. Quand on parle de leadership, on parle souvent de vision. Puis là, on dit une vision très claire. C'est quoi une vision très claire selon toi? Bien, une vision, c'est intéressant. C'est un objectif à long terme, mais c'est un objectif qui doit être un peu farfelu dans le sens que est-ce que ça pourrait vraiment exister? Est-ce que ça pourrait vraiment être possible que quelque chose comme ça arrive? Donc, on parle souvent de faire de se fixer des objectifs, ça doit être réaliste, on doit être capable de les identifier dans un temps. Là, on parle pas de ça. Ça, c'est pas une vision. Une vision, en fait, c'est un mot que le monde de business a décidé d'utiliser pour changer le mot rêve. Parce qu'un rêve, c'est comme, tu sais, c'est comme personne va avoir voyons donc, un rêve. Tu sais, qui est-ce qui veut on est trop sérieux, là, quand même, là, tu sais, on veut pas parler de rêve. Fait que c'est un petit peu un clin d'œil à ça parce que, en fait, une vision, c'est un rêve. Donc, si tu avais vraiment la possibilité de savoir qu'est-ce que tu veux acheminer dans ta vie pour l'équipe, ça serait quoi? Puis, pour moi, une vision, par exemple, c'était à Windsor, c'était l'équipe dernière au pays. Et dans 5 ans, donc long terme, je veux que l'équipe soit championne nationale. C'est comme, ben voyons donc. C'est comme, ça se peut pas, ça n'arrivera pas. C'était farfelu, c'était cocasse. J'ai des gens qui avaient ri de moi. J'ai des gens qui riaient de moi dans mon interview, en fait, quand j'avais présenté ça. Mais voici, ça, c'était une vision.
Et là, par la suite, c'est comme, bon, ben, parce que c'est tellement comme un rêve que presque pas réalisable. Puis ça me rappelle toujours, il y avait cette citation que j'aime beaucoup qui dit ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Hmm. Voilà, ça, c'est ça la vision, OK? Et donc, après ça, on revient à où on est aujourd'hui. Donc, on est, disons, 5 ans plus tôt. Et là, c'est comme, OK, je me retourne, je vais vers 4 ans. Donc, si je vais arriver là à 5 ans, dans 4 ans, je suis où avec l'équipe? Dans 3 ans, je suis où? Dans 2 ans, dans 1 an? OK, donc là, ça me donne un petit peu un cheminement. Dans la prochaine année, voici là où je dois me rendre. J'entraînerai pas des joueurs champions nationaux en première année. Là, ça marchera pas. Là. On n'est pas là. Puis Mhm. ça l'aide aussi à donner un peu comme une ligne directrice parce que souvent, moi, je vois des coachs justement qui ils veulent gagner un championnat national tout de suite, maintenant. Mais c'est pas ça, là. Pour nous, à la première année, c'était ben, on veut juste faire les séries éliminatoires. Donc, on s'entraînait avec cet objectif-là de faire les séries éliminatoires. Puis on était contents. On n'avait même pas une saison gagnante, mais on a fait les séries. On avait eu du succès. Donc, c'est de vraiment de ramener ça par la suite à des phases ou des cycles qui sont plutôt mensuels, par la suite hebdomadaires, puis par la suite à chaque jour, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique. Mais la vision, c'est le long terme. Puis ça revient, je pense que l'exemple que tu donnes là, tu sais, avec le championnat national après 5 ans, puis si je me trompe pas, vous l'avez gagné en 6 ans et au lieu d'en 5. Puis mon point, c'est de noter cette nuance-là, c'est comme ça avait l'air impossible à ton entrevue de gagner le championnat, mais vous l'avez fait à la 6e année. Comme c'est une réussite en soi, mais si les aspirations avaient été plus basses, ben peut-être que c'est juste ça que vous auriez atteint parce que vous auriez pas osé penser à ça, tu sais. Puis j'en parlais, tu sais, comme pour moi, ça revient à 2 dictons. Un, vise la perfection, t'atteindras l'excellence jusqu'à un certain point. Là, on pourrait revenir sur le perfectionnisme puis l'excellentisme à un autre moment. Mais ça revient aussi à un dicton qui dit les gens surestiment le progrès qu'ils peuvent faire en 1 an, puis sous-estiment le progrès qu'ils peuvent faire en 10 ans. Voulant dire que comme, hey, on veut changer, je veux courir un marathon en dedans d'1 an. Mais non, si tu dis, je veux courir un marathon dans 5 ans, probablement que tes chances de réussite sont vraiment plus élevées, numéro 1. Mais 2, c'est qu'on a comme pas une bonne proportion du temps. Puis c'est là que dire, hey, en 5 ans, pour aller gagner le championnat national, t'as le temps d'en changer des affaires là-dessus. Parlant de choses qui ont changé, justement en lien avec le livre, puisque tu as mentionné il y a quelques instants, l'idée d'utiliser des règles versus des standards, qui est l'élément central, je pense, d'un des chapitres, je sais pas si c'est dans le coin 7 ou 8 là, du livre, justement. Bon, tout à l'heure, tu as utilisé intentionnellement le mot standard plutôt que règle. Pourquoi ce choix-là? Puis, as-tu des exemples de standards que tu penses que tout le monde devrait amener avec soi dans leur programme pour avoir le même type de succès que tu as eu? Oui, ben en fait, le choix de changer le mot, de changer le vocabulaire de règles à standard, c'est vraiment changer avec les générations aussi. Aujourd'hui, là, si on a des règles, là, les jeunes n'aiment pas ça. Tu sais, c'est comme les règles, c'est quelque chose qui est menaçant, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus dans le vieux coaching. Puis quand on a une règle, ben il faut aussi avoir une conséquence. Puis là, c'est ça qui devient comme tout un système de on va punir l'athlète et tout ça. Donc ça a été changé, je pense, avec le temps dans mon évolution de coaching aussi. Mais quand on a un standard et qu'on dit à la joueuse ou au joueur, écoute, tu sais, notre standard de comportement, c'est ça. Ben là, c'est comme clair. Et là, c'est clair que c'est pas briser une règle, parce que souvent, les gens n'aiment pas les règles. Moi, d'ailleurs, je déteste les règles aussi. Ça vient peut-être de là aussi. Mais de, de passer en dessous d'un standard, ça pogne plus, tu sais. Regarde, François, mettons, je suis bien contente de ta performance, mais ton standard de comportement dans cette situation-là, là, c'est vraiment en dessous de ce que nous, on pense que tu es capable de faire, puis on est déçu, tu sais. Wow, là, ça vient tout faire un autre dialogue plutôt que de briser le règlement, t'as sorti après 11 heures de l'hôtel, on se suspend demain. Là, c'est comme, ah, tu sais, c'est plus s'acharner sur l'athlète. Au niveau standard, c'est vraiment d'essayer euh, d'aller transformer l'athlète, de l'emmener à comprendre qu'on veut un caractère ou une action qui est différent. Et c'est pour ça qu'on avait changé le mot. Des standards qu'on a, nous, dans l'équipe, ben, en fait, on établit des standards de conditionnement physique, par exemple. C'est pas juste au niveau du caractère. Et ça, je pense que c'est important parce que, tu sais, j'arrive toujours pas à comprendre. À chaque année, on se bat un petit peu contre des athlètes qui disent ah, c'est pas important d'être en forme ou c'est plus important. Tu sais, c'est comme non, pour nous, c'est le standard. C'est comme, c'est numéro un. Il faut que notre préparation physique soit excellente. Et, Mhm. il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça, c'est un exemple de, je pense que tous les coachs devraient apporter ça dans leur programme. Euh,
Un autre standard que j'aime beaucoup au niveau caractère, nous, je parle toujours puis à chaque année, on prend un peu les athlètes là-dessus, puis c'est un clin d'œil à mon équipe, on dit, euh, moi, j'aime l'idée que j'avais pris de John Maxwell, qui était justement comme un gourou de leadership, qui avait dit, mets un 10 sur la tête de tout le monde. Ah, ça veut dire quoi, ça, mettre un 10 sur la tête de tout le monde? Ça veut dire que parfois, dans notre société, quand on travaille à l'université, puis que les jeunes viennent dans le centre de conditionnement physique, ben là, ils vont être plus enclins à être un peu plus polis, un peu plus gentils, un peu plus le fun avec, mettons, le directeur des sports ou un coach qui a du succès. Euh, mais la personne qui nettoie notre salle d'équipe, euh, le concierge, la personne qui est à la porte, c'est quoi leur nom? J'ai toujours des joueurs qui font comme ah, les petits nouveaux, eux autres, ils pensent pas. Mais mes anciens, mes joueurs de troisième, quatrième, cinquième année, ils vont dire ah, c'est Jocelyne, c'est Eric, tu sais, ils connaissent les noms. Et là, on met un 10 sur la tête de tout le monde. Et ça, pour nous, c'est un standard qui était très, très important. Puis ça l'aide à se dire, tu sais, quand on part, mettons, puis qu'on finit un match, ben les arbitres, non, c'est un 10 sur leur tête aussi, tu sais. Alors, on essaie vraiment d'apporter comme ça des connaissances. Ça, c'est un autre standard que j'aime beaucoup sur l'équipe parce que tu m'avais demandé, là. Donc, je pense que c'est les deux plus importants, nous, au niveau de conditionnement physique, puis au niveau aussi de comment on traite les gens autour de nous. Et juste pour qu'on se comprenne bien, un 10 comme le chiffre 10 ou un 10 comme dans un lecteur CD? Un 10 comme le chiffre 10. OK, Donc, tu parfait. sais, je considère pas le concierge comme un 6,5 parce que c'est un job pas important, mais je veux parler au président de l'université, ça c'est un 10, absolument pas. Ce sont tous des 10, ce sont des êtres humains qui collaborent, qui font partie de notre cheminement puis de la raison pour qu'on est ici à l'université. Donc, ça c'est très important pour nous. Puis ce que tu dis là, moi, ça me touche personnellement parce que, bon, ma mère était directrice de ressources humaines, aujourd'hui elle est à la retraite, tu sais. Puis dans les RH, idéalement, tu veux des gens qui travaillent là en ressources humaines, qui se préoccupent de tout le monde dans leurs entreprises. Dans le cas de ma mère, c'était dans une usine, tu sais. Puis elle m'a toujours dit, traite le concierge comme tu traites le PDG d'une compagnie, tu sais. Puis comme c'est ça, tu devrais pas changer de ton parce que tu parles à la rectrice ou que tu parles au concierge. Non, comme tu devrais. Parce que, au contraire, justement, si tu changes de ton, ça révèle, tu sais, sur ta personnalité. Puis en bout de ligne, quand tu es dans une organisation, que tu sois au basketball universitaire ou au hockey junior, mais le gérant d'équipement a de l'impact là, sur le. Si tu le fais pas parce que c'est la bonne chose à faire, idéalement faisons-le parce que c'est la bonne chose à faire de bien gérer le monde autour de nous. Mais il y a un impact aussi, cette personne-là, sur la victoire, puis de se sentir, tu sais, valorisé dans l'équipe, respecté, aimé. Ben, ça a un impact parce que c'est un engagement d'être thérapeute athlétique, d'être préparateur mental, d'être gérant d'équipement pour une équipe de sport et tout ça, tu sais. Puis ça me parle vraiment beaucoup. Puis là, tu parlais des standards, tu sais, puis il y a quelques-uns. Il y en a un que je vais dire, bon, François qui se couche plus, qui dépasse le couvre-feu 11 heures, là, je suis quand même père de 3 jeunes filles. Je sais pas si ton exemple c'était la meilleure, surtout ceux qui me connaissent, là, je suis pas trop de ce genre-là. Mais ceci étant dit, comment tu deals, tu sais, avec les écarts de conduite? Parce que là, OK, on parle de standards puis de règles. Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit, OK, mais qu'on parle de standards ou de règles, un, c'est un peu la même affaire, mais deux, il y a quand même des écarts envers les standards qui vont arriver. Puis là, ben, mon meilleur joueur, mon joueur étoile, ma joueuse étoile qui me fait 23 points par match là, si mes repères sont bons, ou qui me fait 3 buts par semaine au hockey junior, etc. Comme, qu'est-ce que tu lui dirais de comment tu deals avec ça? Parce que là, tu as des accords de conduite de couvre-feu, par exemple. Et là, ça peut avoir un impact direct là-dessus. Fait que, OK, oui, c'est des standards, mais on a quand même quelqu'un qui va faire un écart à un moment donné là, par rapport à ces standards-là. Oui, tout à fait. Puis j'ai j'ai travaillé là-dessus, j'ai changé ma façon euh, de gérer ça avec les années. Je te dirais qu'au début, puis ça, je pense que c'est important, quand on bâtit une culture, puis qu'on vraiment veut changer, qu'on arrive dans un endroit où il n'y a pas de standard, il n'y a pas de culture, je pense qu'il faut être plus tough. Et moi, j'ai été très tough au début parce que c'était pas une question de génération. Je ferais la même chose si je retournais dans un nouvel endroit pour coacher. Euh, on a seulement un petit nombre de temps pour changer une culture aussi, hein. Parce qu'à un moment donné, ça s'établit, hein. Puis si on fait des décisions parce qu'on dit ah je serais pas tough parce que j'aimerais gagner ce match-là, ben les gens vont savoir que tu dis n'importe quoi, puis dans le fond, ça ne se suit pas sur le terrain, tu sais. Fait que quand on veut changer une culture, faut être plus tough. Donc, moi, j'avais justement une joueuse comme ça qui était notre starter, là, c'était sur le 5 partant, puis c'était notre centre. Puis, on avait un match qu'on devait gagner pour se rendre dans les séries éliminatoires, puis ça, c'est notre objectif de cette année-là. Et elle a eu
un dialogue malheureux avec l'entraîneur adjoint. Et puis finalement, ben, elle est partie en trompe là, puis elle a insulté un petit peu. Et là, je me suis retrouvée à devoir prendre une décision. Ben, ça faisait pas partie de nos standards, évidemment. Qu'est-ce que je fais avec elle? Et là, j'ai commencé à négocier dans ma tête. T'sais. Et je négocie. Ouais, mais peut-être que je pourrais la faire jouer puis l'assir le match d'après. Mais là, je sais que les entraîneurs nous écoutent, ils ont tous fait ça. OK, tu négocies. Puis tu dis, ouais, peut-être que, je vais la faire jouer, mais je vais, tu sais, là, il faut que tu arrêtes. C'est le gain à long terme est plus important que d'avoir la gratification tout de suite. Et pour bâtir une culture, ça, c'est une clé. Si tu dis non, mais là, c'est parce que notre objectif, c'était qu'il fallait gagner, fait que là, je vais la jouer, puis là, tu vas aller chercher. Tu viens de finir ta culture. Et donc, il faut vraiment être tough au début. Alors, moi, j'ai assis cette joueuse. Elle n'est pas venue même sur l'autobus. J'avais laissé ça tourner à l'envers. J'ai pas dormi de la nuit. Je trouvais ça tough. Puis, mais je le faisais parce que c'était notre standard, parce que je voulais que la culture soit claire. On s'est rendu au match, on était chanceux, on a gagné sans elle. Je ne pensais pas qu'on allait gagner. Fait que l'histoire est un peu plus facile à partager, là, mais j'en ai fait des décisions aussi où j'ai pris des décisions comme ça, puis ça n'a pas aussi bien tourné. Mais la culture, il y a une fondation qui s'établit à ce moment-là, et le truc que j'utilise toujours, c'est Chantal, continue à penser, c'est ton gain à long terme est plus important que ta gratification tout de suite. Et ça, c'est dur à gérer comme leader, mais c'est très, très, très important. Puis, le gain à long terme, parce que tu te bâtis une carrière, tu sais, puis c'est comme, OK, oui, tu vas avoir le gain de la victoire supplémentaire là. Bon, dans ce cas-là, tu l'as eu quand même, fait que ça facilite grandement les choses. Mais en bout de ligne, c'est à force de faire des choix sur le court terme comme ça, c'est là que tu compromets ta carrière, puis que potentiellement tu te fais congédier 2 ans, 3 ans plus tard, tu sais. Puis c'est là que je pense que quand tu arrives dans une situation d'embauche, puis pour différentes raisons, si j'ai bien compris, corrige-moi encore une fois si c'est pas le cas, mais en arrivant avec le dernier programme au pays, comme ça a été l'époque, puis ça fait vraiment longtemps de ça, c'était en 2009, si je ne m'abuse? 2005. 2005, OK, ça fait plus longtemps que je pensais. Donc en 2005, tes derniers programmes, tu mets un standard, ben tu sais, on peut pas vraiment aller plus bas. Fait qu'en bout de ligne, il va y avoir une tolérance à faire des changements puis à vivre des défaites là-dessus. Mais c'est là que une des choses que je recommande, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus aux entraîneurs quand ils vont se faire embaucher pour la première fois dans leur job d'entraîneur-chef, c'est assure-toi de prendre une job ou est-ce que tu vas pouvoir setter la culture comme tu veux? Parce que si tu rentres dans cette job-là, puis que tu as toujours la directeur général, la directrice générale ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête par rapport à chacune de tes décisions, là, tu pourras pas mettre la culture que tu veux, puis là, ça va faire que dans 3 ans, ben, tu vas te faire congédier, mais pas parce que à cause de ce que tu as fait dans 3 ans, mais à cause que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais dans les premières années. Est-ce que tu vois un peu la même chose, puis c'est un peu ta même lecture? Oui, en fait, je te dirais, là, tu sais, en confidence que je sais que tout le monde veut écouter, là, mais en confidence, là, sans nommer des noms, là, j'ai un entraîneur que j'ai un peu aidé à travers les années qui est justement la raison que cet entraîneur-là est parti de la job il y a quelques mois. Non pas que cet entraîneur s'est fait congédier, mais parce que cet entraîneur-là n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait à cause justement d'administration qui était toujours en train de dire et de critiquer, de vouloir, tu sais. Puis ce que l'entraîneur m'a dit, c'est comme j'arrive pas je mets l'administration content, mes joueurs sont pas contents. Si mes joueurs sont pas contents, sont contents, mais l'administration ne l'est pas. Et le stress que ça causait était énorme. Donc oui, je pense que ça c'est très important d'être capable de faire ça. Puis tu sais, la réalité c'est que aujourd'hui cette tension-là existe dans le coaching. Puis j'ai malheureusement pas de réponse là-dessus, François, mais ça existe parce que c'est l'idée que on se fait encore juger et évaluer par nos performances de coach. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les jeunes soient contents. Et si les jeunes, ben, tu sais, des fois, c'est des adultes aussi, les adultes, l'équipe qu'on entraîne se plaint et est pas content du coaching, on garde pas notre job non plus. Alors là, ça, c'est l'attention, là, présentement, qui est très, très, très visible chez tout le monde. C'est comme, ben là, je veux vraiment pousser le joueur, mais si je le pousse trop puis qu'il se plaint, je perds ma job. Mais si je le pousse pas assez puis qu'on gagne pas, je perds ma job. Puis il y a vraiment, il y a comme pas eu de réalisation, je pense, au niveau de la gouvernance et de l'administration, que c'est vraiment une tension qui est vraiment réelle. Puis comment est-ce qu'on doit gérer ça? Je pense qu'on commence juste à s'ouvrir les yeux sur le fait que ça, c'est ce qui arrive.
Puis malheureusement, j'ai même pas de réponse. Là. On passe tout à travers ça comme coach, puis c'est vraiment une tension qui est difficile à gérer présentement. Ben oui, puis c'est là qu'un de mes collègues qui est dans l'évaluation des entraîneurs, il dirait il faut que la négociation de c'est quoi de faire une bonne saison, puis c'est quoi qui est attendu, soit claire, soit faite dès le départ. Parce que là, c'est comme est-ce qu'on priorise justement le plaisir puis le confort des athlètes? Fine. Mais après ça, venez pas me dire que venez pas chialer si ma fiche, c'est une fiche de 500, tu sais. Mais en même temps, c'est la victoire, OK, ben puis là, c'est là, faut backer. Puis là, une fois qu'on a négocié ça, ben il faut s'assurer que nos comportements, nos suggestions, nos plans d'action sont cohérents avec ce qu'on a négocié. Puis quand je dis négocier, c'est discuter pour faciliter une compréhension commune, là, on s'entend. Ben, faut que ça soit cohérent en fonction de ce qu'on a négocié puis convenu au départ aussi. C'est là que cette période d'embauche-là, pour moi, comme tu sais, elle est cruciale de dire on définit un peu dans quelle direction on s'en va, la liberté qu'on a, l'autonomie et tout ça. Super intéressant, Chantal. Puis là, je fais pas ça habituellement, mais aujourd'hui, je vais le faire parce que je te sens déjà très à l'aise. Puis on avait plusieurs sujets. Il m'en reste 10. On n'aura clairement pas le temps de tous les couvrir. Mais il y en a 3 particulièrement qui étaient importants pour toi. Puis je te laisserai peut-être choisir vers où est-ce qu'on s'en va. On a parlé en préparation, puis même tout à l'heure dans l'introduction de Camino. Et puis expliquer un peu le point de vue, la réflexion qui est venue à travers cette expérience-là que tu as faite. Il y avait aussi l'analogie ou la vision, la métaphore des sommets lorsque vous avez navigué votre période où est-ce que vous avez gagné 5 championnats nationaux consécutifs et ta visite des All Blacks. Les 3, ils sont dans le livre, donc t'en discutes dans le livre, fait que les gens pourront lire pour les 2 qui manquent ou peut-être un, dépendamment du temps qu'on a. Mais je te renverrai la balle en disant lequel de ces 3 sujets-là, ces expériences-là, t'aimerais qu'on discute, puis tu penses qu'il faut vraiment qu'on en parle oralement pour que les gens comprennent le contexte, puis ils voient la valeur de cette expérience. Il y en a ça des 3 qui t'allument plus que les autres. Vraiment, moi, je commence avec les All Blacks. Vas-y. Je pense que ça a été une expérience extraordinaire. Les All Blacks, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande qui font le haka avant les matchs. Donc, ils se frappent, ils chantent fort, puis ils se préparent un peu pour la guerre. Là. Ça fait d'ailleurs partie de leur culture de Maori et la culture indigène de ce pays qui vient ressortir dans les équipes nationales. Et donc, moi, j'ai eu la chance de passer et d'aller étudier. En fait, j'ai fait des recherches avec eux parce que c'est le programme qui a eu le plus de succès au niveau mondial pour toute équipe, tout sport confondu. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est différent? Et c'est intéressant parce que je me suis rendue lors d'une sabbatique pour vraiment analyser, passer du temps avec eux. Et ils ont également aimé un peu de ce que moi je leur apportais. Donc, on a resté ensemble plus longtemps. Puis j'étais là pour 2 semaines. J'ai resté pendant 1 mois et quelques. Et donc, j'ai même habité avec eux durant quelques camps qu'ils ont fait avec les Maori All Blacks, qui sont les justement qui ont établi ce haka et ces choses-là. Et donc, pour moi, une des expériences qui m'a tellement marqué, en fait, j'en ai 2. Les All Blacks qui utilisent un psychiatre et non pas un psychologue. Et je me suis dit, mais on va loin, là. Et Dr. Siri Evans, qui se présente à chaque année et puis qui dit aux jeunes hommes, les adultes, qui leur disent si vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vous n'avez aucune place sur les All Blacks. Et là, ben, t'as un paquet de gars qui veulent faire l'équipe, mais si t'es pas capable de contrôler tes pensées, tu n'es pas utile aux All Blacks. En fait, le mot qu'il utilise, c'est le mot utile. Si tu n'es pas capable de contrôler tes pensées, tu n'es pas utile aux All Blacks. Et c'est pas comme si t'es pas capable de courir si vite, si t'es pas capable, mettons, de faire du bench press à telle valeur. C'est pas ça, là. Si tu n'es pas capable de contrôler tes pensées. Et ça m'avait comme, moi qui avais fait ma maîtrise d'ailleurs en recherche en psychologie sportive et tout ça, leadership, ça m'a vraiment, écoute, j'étais toute, oui, j'écoutais. Et il vraiment passe du temps à démontrer à ces hommes-là, à s'auto-évaluer, à se dire, est-ce que je contrôle mes pensées ou est-ce que mes pensées me contrôlent? Et ils utilisent d'ailleurs cette image entre un être humain là, qui est peinturé en rouge et un être humain qui est peinturé en bleu, pour juste faire ça comme un peu visuel. Puis c'est dans le match, dans le milieu où est-ce que on va retrouver un obstacle. Là. Ça peut être les arbitres, ça peut être le score, ça peut être une blessure, ça peut être
j'ai pas de temps de jeu que je veux et qu'on sent qu'on devient rouge, là, tu sais, là, qu'on sent qu'on s'en va vers je vais éclater, je me sens pas bien. À ce moment-là, est-ce qu'on est capable de contrôler nos pensées? Ce qui va faire qu'on est capable de contrôler nos émotions? Ce qui va faire qu'on est capable de contrôler notre performance? Et si oui, on est utile aux All Blacks. Et sinon, on n'est pas utile et on n'en veut pas de ces hommes-là sur l'équipe. Et ça, c'est un de leurs standards qui est vraiment épatant dans ce sens-là. Puis contrôler tes pensées, ça peut quand même être difficile par certains moments. Puis là, est-ce que tu as ramené ça avec ton équipe? Puis si oui, comment tu facilites ça? Parce que je peux voir plusieurs personnes, nous les premiers comme entraîneurs, tu sais, puis là, en fait, je ramènerais à ton introduction quand tu parlais de directeur plus interne. Moi, le premier réflexe quand tu comptes l'histoire, c'est de dire, OK, à quel point je suis capable de bien contrôler mes pensées? Bon, ça va dépendre. Est-ce qu'on est vendredi que mes 3 filles ont mangé du chocolat puis ils se promènent partout? Est-ce que dans un contexte individuel avec Chantal, ça, c'est une super conversation, c'est facile de rester focus? Tu sais, comme coach, en fait, je dirais même pas tout aux athlètes, comme coach, ou comment tu t'y prends justement pour toi-même contrôler tes pensées? Parce que j'imagine que durant le match au basketball, il y a tellement de décisions aussi à prendre. Tu sais, c'est pas, même si c'est un sport que j'appelle flowy, là. Flowy, c'est clairement pas un terme officiel, là, mais comme le hockey, baseball, rugby, tu sais, pas baseball, excuse-moi, basketball, hockey, rugby, c'est des sports que je considère là-dedans. C'est que ça flow, mais le basketball, il y a quand même beaucoup d'interventions de l'entraîneur, du sideline, l'appel des jeux, du moins si je comprends bien ça. Fait que mon point à dire ça, c'est comme nous, comme coach, tu sais, il faut qu'on soit capable de contrôler nos pensées justement pour être bien capable de diriger l'équipe. Puis je serais curieux de savoir comment toi tu t'y prends. Et en seconde question, comment on amène ça aux athlètes puis on le facilite? Ben en fait, oui, tout à fait, j'ai ramené ça à l'équipe. J'avais toujours eu, moi, un enclin. Tu sais, j'adore ce côté psychologique et comment contrôler nos pensées parce que, en fait, tu sais, on parle souvent de contrôler nos émotions, contrôler notre énergie, mais vraiment, ça commence avec la pensée. Et de comprendre ça, ça fait un gros changement pour moi comme coach, même dans ma propre gérance émotionnelle puis ma gérance d'émotions, d'énergie comme coach. Ça commence avec, si on prend conscience qu'on est en train de perdre la boule, ben on peut contrôler ça dans le fond, tu sais. Euh, et l'expérience qu'on avait expérimentée là-bas avec les All Blacks, c'était en fait, l'entraîneur me raconte cette histoire que quand ils ont des jeunes qui veulent aspirer à devenir des All Blacks un jour, ils les emmènent dans un lac. Alors, il y a un lac près de là où ils ont leur camp d'entraînement. Et le lac est super intéressant. D'un côté, c'est vraiment typique à la Nouvelle-Zélande. C'est comme tout bleu. C'est vraiment un lac, en fait, sacré que pas de gens peuvent aller se baigner dedans. Et juste à droite, tu as un lac qui est un lac normal, genre un lac qui ressemble à un lac au Québec, là, avec le brun puis la boîte, là, tu sais, fait que c'est un lac normal. Puis on s'est rendu à ce lac et j'ai pu observer justement, je me suis dit, c'est vraiment intéressant, où est-ce que, tu sais, t'as vraiment le lac, on dit vraiment justement que c'est sacré, puis là, le lac où est-ce qu'on va aller se baigner, puis on s'en va en canot. Alors, ce que le coach me disait lorsqu'on était là, c'est que pour eux, le canot très important, ils appellent ça un waka, qui est vraiment où encore les Maoris sont arrivés en Nouvelle-Zélande avec leur waka. Mais ils s'en vont dans le lac et ils emmènent des jeunes. Et là, je vais faire vraiment, je vais expliquer là. Je comprends que c'est pas quelque chose, je pense, qu'au Canada on devrait faire, là, mais que puis que surtout avec le safe sport, ça probablement fonctionnerait pas ici. Donc je veux pas dire que c'est ce qu'on doit faire, mais l'image vraiment explique quelque chose d'intéressant. Ils prennent les jeunes puis les emmènent dans le milieu du lac. Et le lac est pas très profond, là, c'est seulement comme 3 pieds, mais ils prennent les jeunes et ils leur mettent un peu une tank d'oxygène avec une respiration, où est-ce qu'ils peuvent respirer comme s'ils allaient faire de la plongée. Et ils disent aux jeunes, OK, ben, faut que tu apprennes à contrôler tes 3 cœurs. Et là, on dit, c'est quoi les 3 cœurs? C'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire quoi? Ben, tu as ton cœur, premièrement, qui est dans le milieu de ta poitrine, et ce cœur-là, c'est un cœur qui a de la passion, qui veut faire partie des All Blacks, qui veut acheminer et achever des objectifs. Ça, c'est ton cœur. OK, tout le monde comprend ça. Mais là, il dit, quand on va te mettre dans l'eau puis que tu vas caler dans le fond, tu vas réaliser qu'il y a aussi d'autres cœurs. Tu as ton cœur qui est au niveau des intestins, ton gut, ton intuition, qui va te dire, il faut que je me sorte de là, je me sens pas bien. Il y a beaucoup de gens, justement, quand tu es dans l'eau puis que tu dois rester calme et que tu dois reprendre un respirer à travers cette machine, ben c'est pas facile. Tu sais, comme ça l'amène une intuition qui dit, sors de là, c'est pas safe, tu vas te noyer. Et là, tu vas te rendre compte que ton cerveau et ta pensée est un autre cœur qui va te dire, attends un peu, je peux me réguler.
Et je sais que c'est seulement 3 pieds. Je sais que je peux respirer. Donc, il n'y a pas de danger. Et mon cœur veut faire partie des All Blacks. Et même si mon intuition me dit, j'explode, je sors, tu sais, screw this, je m'en vais, ma tête peut commencer à gérer mon corps. Et c'est le début de la connaissance d'apprendre comment nos pensées peuvent gérer qui on est. Alors, est-ce que nos pensées nous gèrent ou est-ce qu'on gère nos pensées, dans le fond? Et donc, ça revient à ce que le psychiatre avait dit. Si tu n'es pas capable de contrôler tes pensées, tu n'es pas utile aux All Blacks. Et donc, ces jeunes sont dans l'eau et se disent, OK, je veux vraiment faire partie des All Blacks. Je sais que mon gut me dit, il faut que je sorte de là, mon intuition. Mais ma raison est que il n'y a pas de danger. Et lorsque les 3 cœurs s'alignent, tout se calme. Tout devient calme et les jeunes sont capables de rester dans l'eau et l'entraîneur va les chercher et dire, OK, c'est beau, maintenant tu as compris comment gérer tes pensées, gérer tes émotions et gérer ton intuition. Et quand tout s'aligne, c'est comme ça que tu te rends sur le terrain pour performer. Et donc, quand tu veux perdre la boule, tu reviens à ce moment-là, tu reviens calme, tu reviens comme le bonhomme peinturé bleu, où est-ce que tu es capable de tout gérer ça, de dire, OK, je retourne à mon objectif, mes cœurs sont alignés. Et moi, j'ai utilisé ça, j'ai pris ce concept-là, puis je l'ai développé un peu plus. Je me suis dit, c'est tellement une bonne façon aussi de comprendre comment prendre une bonne décision. On a tellement de décisions à faire dans la vie. Si on peut aligner nos 3 cœurs, puis qu'on s'en paix, on sait maintenant qu'on a pris une bonne décision puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Mm-hmm. Ce que je retiens, c'est que l'alignement des 3 cœurs, c'est la clé pour performer dans un environnement de performance. Tu sais. Puis quand tu me parlais de cette histoire-là, puis mon cerveau est allé par soi-même, si on veut, vers les astronautes. Tu sais, je me disais, tu dois avoir le même feeling quand tu es à 400 000 kilomètres, l'autre côté de la Lune, puis que tu n'es pas capable de parler à la Terre, puis qu'il y a juste 4 personnes. Il doit y avoir quelque chose dans ton instinct qui fait que tu te dis, c'est quoi cette idée d'idiot-là que j'ai eue de me lancer là? Mais que tu dois être capable, si tu veux être un astronaute ou une astronaute, de contrôler tes pensées dans toutes les étapes, puis te rationaliser / contrôler. Puis ça, ben j'avoue que tu sais dans le feu de l'action au rugby, au basketball, les émotions vont être élevées. Il y a des choses vers lesquelles tu vas aller vers ton instinct, mais il faut que tu sois capable de prendre la bonne décision. Mais aussi même comme entraîneur, tu sais il y a des choses que tu vois une injustice parce que l'arbitre a fait un appel qui est pas adéquat selon ce que tu as observé. Ton injustice te dit qu'il faut que tu cries, que tu protestes parce que l'injustice pour toi, c'est quelque chose d'important. Je dis pas toi, là, c'est un sens figuré, évidemment, mais que toi, tu dois dire, OK, c'est quoi qui est le mieux pour l'équipe, puis d'être capable d'aligner tout ça, tu sais. Fait que l'alignement des 3 cœurs, c'est super intéressant. Puis ça fait même un lien avec Shogun, là, ce qui est une série sur Disney qui parle de la culture des samouraïs japonais, qui parle qu'on a 3 cœurs, justement. Pas pareil, mais l'idée de dire qu'on a quelque chose de plus profond, puis que si on est capable de tout bien aligner ça, ben ça nous permet d'atteindre notre cause noble. Et là, je paraphrase grandement Shogun, là, parce que ça fait quelques temps que je l'ai écouté, mais bref, ça me faisait penser à ça. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas y acheter une maison,
payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madoramel.com et mentionner Coach Frank. Cet épisode est également présenté par Wise Era Technology, une entreprise spécialisée en solutions numériques qui dessert des organisations sportives. Par exemple, Wise Era a accompagné une organisation qui gérait plusieurs équipes, des joueurs, des entraîneurs à travers plusieurs programmes et surtout énormément d'informations. Les problèmes, c'est que tout était dispersé, les suivis dans Excel, les communications un peu partout, les horaires dans différents outils. Aucune structure centralisée. Résultat, je suis sûr que vous le voyez venir, beaucoup de pertes de temps, un manque de coordination et des décisions prises sans réelle visibilité. C'est là que l'équipe de Wise Era est intervenue. Et ce qu'ils ont fait, c'est reconstruire complètement la façon d'opérer de cette organisation. D'abord, ils ont facilité la collecte de données. Chaque entraîneur, chaque membre du personnel pouvait entrer de l'information via des formulaires simples à propos de la performance des joueurs, des blessures, les présences, des évaluations, et tout ça directement dans un système centralisé. Ensuite, l'équipe de Wise Era a structuré les accès. Chaque personne voyait uniquement ce qui la concernait. Soit que tu étais entraîneur, soit que tu étais thérapeute, soit que tu faisais partie de la direction, chacun avec ses permissions et ses responsabilités. Ils ont aussi centralisé tous les départements, coaching, médical, administration, gestion des équipes, tout au même endroit. Et ultimement, puis moi, c'est ce qui me parle le plus, puis c'est ce que je fais avec Wise Era aussi, c'est qu'ils ont mis en place un programme ou une interface de gestion claire des tâches et des projets qui fait quoi, quand et avec quel suivi, le tout en temps réel avec des automatisations qui éliminent la friction opérationnelle. Et moi, j'ai la chance de collaborer avec eux depuis quelques mois et ça fait une grosse différence dans toute la coordination de projets duquel je fais part. Le résultat, eh bien, c'est une organisation qui est passée d'une gestion réactive à une gestion structurée et proactive de leurs activités, de leurs projets, de leurs tâches, de la communication. Et aujourd'hui, ils prennent de meilleures décisions et surtout plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez wiseeratechnology.com. Chantal, c'est super intéressant. Ça fait déjà près d'une heure qu'on se parle. J'enchaînerai avec les questions éclairs parce que c'est tout le temps utile pour apprendre à connaître la personne, parce que moi, je veux que les gens qui écoutent, ils voient aussi que oui, il y a coach Chantal Vallée, l'autrice Chantal Vallée aussi, mais il y a la personne, tu sais, derrière tout ça. Donc, j'ai peut-être 3 questions rapides pour toi. Si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ce serait quoi? Sois pas si dur sur toi-même. On est tellement dur sur nous-mêmes, tu sais. Puis je sais que tous les semaines sont comme ça. Sois pas si dur sur toi-même. Prends le temps d'apprendre, prends le temps de grandir. Tout va être correct. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif pour un coach dans 10 ans? Ben, je suis tellement contente que tu demandes cette question-là parce qu'en fait, toute cette expérience que j'ai avec les All Blacks m'a emmené à commencer à vraiment étudier notre système nerveux. Hein, parce que tout le système nerveux, en fait, on entraîne souvent la machine qui est l'athlète, mais on n'entraîne pas le système qui gère la machine, qui est le système nerveux. Et toutes ces choses-là, ce sont comment apprendre à gérer notre système nerveux finalement. Et je pense que si on avait là, au début, à la fin des années 80, 90, début des années 2000, c'était tout le côté psychologique. Maintenant, dans le futur, moi, je vois, ça va être d'apprendre à gérer son système nerveux pour qu'on soit capable de décrocher là, du mode de survie puis de revenir en mode repos et digestion. Et quand on est dans ce mode-là, on peut créer, on peut performer beaucoup mieux. Super intéressant. Dernière question éclair. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna de basketball, ça serait laquelle? Puis qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent? Oui, moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, aime la vie. Aime la vie. Tu sais, embrasse la vie. Ce serait quelque chose comme ça. Parce que en bout de ligne, on est tellement concerné avec et préoccupé avec le succès ou ce qu'on pense que le succès est, qui est gagner, avoir son nom sur un magazine, avoir une médaille. C'est tellement pas vrai et c'est tellement pas important. Le succès est un produit qui arrive à la suite d'une révélation, un peu d'une transformation personnelle. Et le succès est quelque chose qui arrive comme un cadeau. Et je pense que de le voir un peu plus comme ça, puis de vraiment apprécier la vie,
peut amener un succès tellement plus élevé, tellement plus grand chez une personne sans qu'il le sache. Donc voilà, moi je pense que c'est très important. C'est vraiment intéressant. Ça fait un lien, tu sais, avec les études sur les serial winning coach qui parlent comment est-ce qu'en bout de ligne, tu as une vision, tu vas te dévouer à ton travail, puis que les résultats vont venir par la suite, mais que tu comprends que la vie est plus grande que juste les résultats que tu vas voir. Tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant. Là-dessus, moi, je vais le finir dans les prochains jours. Il me reste peut-être 20%, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai entrepris la lecture. J'ai adoré, le background scientifique, mais aussi l'application de ce background-là. Ça me rejoint vraiment dans mes valeurs, dans ma vision de ce qu'on va faire avec la science. Donc là, ici, je parle de votre livre dont tu es la première autrice, mais aussi qui a été co-rédigé avec Gordon Bloom, professeur, je vais dire émérite, on peut dire ça, je pense, avec Gordon, à l'Université McGill, du livre Dare to Win, donc de Chantal Vallée. On va mettre la description dans le lien de l'épisode. Mais au-delà de ça, je sais que, bon, tu as ta saison de coach parce que tu coaches encore, mais au-delà de ça, tu aimes contribuer, redonner et tout ça. S'il y a des gens qui veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Probablement, l'affaire la plus facile, c'est d'aller sur Instagram à Coach Vallée, Vallee, et me trouver là, puis m'envoyer un petit message. C'est probablement la façon la plus facile. Parfait. Donc, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Avant qu'on raccroche et qu'on termine, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec l'auditoire, leur dire, à retenir, peut-être un petit passage qui vraiment te dit, OK, ça, c'est crucial, puis je veux que les gens partent avec ça aujourd'hui? En fait, vraiment de savoir que je sais que tout le monde veut toujours contrôler, corriger, changer l'environnement autour. Puis ma recherche a été comment changer, contrôler, puis transformer l'environnement autour. De se rappeler, ça commence à l'intérieur. Et ça, on est comme, je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut dire, Chantal. Oui, le livre, c'est une bonne place à commencer, mais aussi de commencer à réfléchir dans cette idée-là, de dire, c'est quoi exactement, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux et de toujours retourner le miroir vers soi-même. Et je pense que ça pourrait vraiment aider plusieurs entraîneurs à se développer, à développer leur programme de façon beaucoup plus loin et plus haut et plus fort que ce qu'ils pouvaient même s'imaginer. Super. Ben, sur ces beaux mots, Chantal, on va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à toi pour de partager ton expertise. Merci de nous partager certaines anecdotes également. À tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock, où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.